Bonjour à tous et à tous, bienvenue et merci de votre attention. Au sommaire de cette nouvelle édition de Géopolitis. Alors que les frappes aériennes russes ont redoublé d'intensité contre l'Ukraine, la diplomatie est-elle dans l'impasse, malgré toutes les démarches et manœuvres diplomatiques de ces dernières semaines? Nous irons à Berlin auprès de la communauté ukrainienne avec le témoignage d'une jeune réfugiée qui réagit face aux dernières rencontres au sommet, mais également à la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et nous nous intéresserons aussi à l'état de l'économie russe, économie qui semble de plus en plus fragile. Combien de temps peut-elle encore tenir, elle qui se dégrade sous le poids de l'inflation, des sanctions et des frappes sur les infrastructures pétrolières? La succession de séquences diplomatiques et stratégiques à laquelle nous avons assisté ces dernières semaines a été spectaculaire en termes d'image. Mais pour quels résultats? Tout semble s'être accéléré en un mois, mais pour quelles avancées? Le facteur temps est à prendre en considération. Entre un Donald Trump pressé, pensant mériter le prix Nobel de la paix, un Volodymyr Zelensky accompagné par la coalition des volontaires européens qui se sont dépêchés d'élaborer une stratégie pour tenter de déjouer le piège de l'alignement des États-Unis sur la Russie, et enfin un Vladimir Poutine qui n'a à aucun moment dévié de sa ligne, lui veut montrer qu'il a tout son temps pour gagner du terrain. Mais l'a-t-il vraiment autant que cela? Et maintenant, que pourrait-il se passer? Est-ce qu'un face-à-face Zelensky-Poutine ne serait-ce qu'envisageable? Est-il naïf d'envisager une paix dans les circonstances actuelles? Question que nous allons notamment nous poser en compagnie de Tatiana Kastueva-Jean, qui dirige le centre Russie-Eurasie de l'IFRI. Mais avant de la retrouver, Mélanie Ohaillon revient sur ces récents événements diplomatiques. Le président ukrainien reçu à Paris pour un sommet avec ses principaux soutiens militaires européens. Tous sont là pour confirmer leur garantie de sécurité à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec Moscou. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs. La Russie dénonce une entrave européenne. Si les troupes apparaissent dans ce pays, surtout maintenant, au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes à détruire. Sans avancée concrète des négociations, Donald Trump s'est dit très déçu du président russe. Il envisage des sanctions plus sévères à l'égard de Moscou, tout comme les Européens. Le président américain a montré qu'il veut aller vite, très vite. D'abord déterminé à obtenir un cessez-le-feu, il ne vise désormais pas moins qu'un accord de paix. En Alaska, lors du face-à-face avec Vladimir Poutine, Trump exclut d'emblée une entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Il se défend de toute complaisance envers Moscou. Nous avons eu une réunion extrêmement productive et de nombreux points ont été convenus. Quelques jours plus tard, Donald Trump accélère. Il reçoit le président Zelensky accompagné de ses alliés européens. Le président américain prêt à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine, dans une ambiance beaucoup plus amicale que leur première entrevue. Monsieur le président Zelensky, vous êtes superbe dans ce costume. Je lui ai dit la même chose. Au même moment, des frappes russes font plusieurs morts dans les régions de Kharkiv et Soumy. Nous devons arrêter cette guerre pour stopper la Russie et nous avons besoin du soutien des partenaires américains et européens. Cette guerre va se terminer. Quand elle prendra fin, je ne peux pas vous le dire, mais cette guerre va se terminer. Je pense que le monde entier en a marre. Dernier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Aux côtés du président chinois, un front anti-occidental au diapason. Vladimir Poutine livre une nouvelle fois sa version de la guerre. Cette crise n'a pas été déclenchée par l'attaque de la Russie en Ukraine. Elle est le résultat d'un coup d'État en Ukraine qui a été soutenu et provoqué par l'Occident. La deuxième raison réside dans les tentatives constantes de l'Occident d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN. Le président russe ne semble prêt à aucune concession. Il revendique notamment l'annexion de 4 régions, dans l'Est et dans le Sud, ainsi que la Crimée occupée depuis 2014, alors que l'armée russe contrôle environ 20% du pays.
Céder des territoires, une issue pour l'instant inacceptable pour le président Zelensky et bon nombre d'Ukrainiens. Si nous cédons des territoires à la Russie maintenant, dans 6 mois ou 1 an, elle gagnera en puissance et progressera davantage en Ukraine. Épuisés par une vie sous les bombes, retranchés dans les sous-sols des églises, certains se disent prêts aujourd'hui à ce sacrifice. On est d'accord avec tout, tant que personne ne meurt. Selon un récent sondage, une large majorité d'Ukrainiens soutiennent les négociations de paix, contre à peine 22% au début de la guerre. Tatiana Kastoueva-Jean, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le centre Russie-Eurasie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On a vu défiler ces images, cette succession de séquences diplomatiques pour se les remémorer. Est-ce que cette précipitation déclenchée par Donald Trump a eu un effet positif ou au contraire dangereux ? Je ne parlerai pas de la précipitation. En fait, depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, nous assistons comme un accordéon, en fait, parfois à des séquences diplomatiques extrêmement denses et qui ont suivi des moments d'accalmie, entre guillemets, sans qu'on commence à apercevoir la sortie du tunnel et la fin du conflit. Donc c'était encore une séquence extrêmement dense parce que pour la première fois depuis l'entrée de Trump en fonction, on a assisté à la rencontre personnelle entre Trump et Poutine. Néanmoins, une fois le bruit médiatique retombé, on se rend compte que les choses n'ont pas avancé, qu'on est toujours aussi loin du règlement de ce conflit qu'au tout début de l'année. Oui, pour l'Ukraine et l'Europe, tout de même, il a fallu faire vite. Il s'agissait de resserrer encore plus les liens et empêcher Donald Trump de faire le jeu de Vladimir Poutine. En d'autres termes, de tomber dans le piège. On peut le dire que Donald Trump finit par jouer le jeu de Vladimir Poutine. Depuis qu'il est rentré en fonction, en fait, il a déjà cédé des choses à Poutine. D'emblée, avant le début de la négociation, il avait déjà dit que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN. Et là, lors de la dernière séquence à Alaska, on a bien vu qu'il s'est rangé sur les positions de Vladimir Poutine sur cesser le feu inconditionnel d'abord, ou la négociation tout de suite sur ce que Poutine appelle les racines du conflit. Donc il a en quelque sorte rejoint les positions de Vladimir Poutine qui a gagné cette partie de manche diplomatique sans non plus obtenir pour l'instant complètement gain de cause. Ce qu'il cherche, c'est la domination de l'Ukraine, la capitulation de l'Ukraine. Et cela, Trump ou pas Trump, il ne l'a pas obtenu non plus. Mais justement, peut-on parler d'une méconnaissance inquiétante par les États-Unis du dossier et des réelles motivations de la Russie? Est-ce que l'administration Trump ne saisit pas les enjeux profonds de cette guerre, ne comprend pas les manœuvres russes, ou est-ce alors une stratégie? Écoutez, j'ai ce sentiment depuis le début. Vous avez des Russes, les équipes de négociateurs, Vladimir Poutine lui-même, qui avancent en front uni, qui ne disent pas les uns autre chose que les autres et qui connaissent très bien leur dossier sur le bout des doigts. Et en face, on a l'équipe de Trump qui veut aller très très vite et qui, je pense, se méprend sur les buts profonds côté Vladimir Poutine de cette guerre et sur les enjeux. On a pu entendre dans les différentes interviews Trump ou Steve Witkoff, son émissaire pour le conflit à la fois au Moyen-Orient et en Ukraine, entendre que l'enjeu principal, ce sont les territoires. Or, les enjeux, c'est beaucoup plus large. Et cela dépasse la question du Donbass. Et ça, j'ai l'impression que l'administration Trump commence probablement à le saisir en voyant qu'ils ont du mal quand même à avancer et à obtenir le règlement du conflit, mais sans peut-être encore comprendre vraiment les causes profondes de ce conflit-là. Et il y a, et je finis par cette dernière phrase, il y a aussi un déséquilibre, une asymétrie au niveau de l'importance des enjeux pour les parties qui négocient. Pour Vladimir Poutine, il en a fait un enjeu vital de cette guerre. Pour les États-Unis, ce n'est pas un enjeu vital et plutôt il se débarrasse de ce dossier, mieux c'est pour Trump. Oui, d'ailleurs, rapidement, en attendant, le Kremlin ne lâche rien, justement. Peut-on dire que c'était du pain béni pour Vladimir Poutine d'être reçu sur le tapis rouge en Alaska en août dernier ?
C'est une forme de réhabilitation diplomatique. Du point de vue... Absolument, du point de vue symbolique, diplomatique, évidemment, cet accueil, les applaudissements sur le tapis rouge, c'est tout le discours sur l'isolation de la Russie, les sanctions, etc., est barré d'une grosse croix de cette manière. Dans la foulée, évidemment, au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, les autres leaders du Sud global, puisque Trump reçoit Poutine, eux, évidemment, il est devenu complètement fréquentable aujourd'hui, et ceci grâce à Trump. Vladimir Poutine a toujours considéré Volodymyr Zelensky comme illégitime. Pensez-vous qu'un sommet Zelensky-Poutine puisse avoir lieu un jour à Genève ou ailleurs ? Je ne vois pas du tout la possibilité pour ce sommet dans un avenir proche. En effet, Vladimir Poutine dit que le mandat de Vladimir Zelensky est dépassé et il met en question en fait la légitimité du président ukrainien. Tout ça, de sa part, c'est du jeu diplomatique, parce qu'on peut à ce moment-là aussi se poser la question sur sa propre légitimité. Lui qui a fait changer la Constitution pour pouvoir revenir au pouvoir et en se donnant la possibilité de rester jusqu'à 2036. Et évidemment, derrière, il met les conditions impossibles pour Volodymyr Zelensky. Il avait dit, après déjà le sommet d'Alaska, qu'il faut que Zelensky vienne à Moscou, chose impensable pour Zelensky, qui, lui, je pense, accepterait le sommet avec Vladimir Poutine, alors que pour Poutine, en fait, rencontrer Zelensky, c'est en effet, c'est le légitimer et aller à l'encontre de son propre discours. Bon, ça, c'est les aspects diplomatiques, mais au fond, à part cela, dans l'esprit russe, on organise un sommet entre les présidents quand on a quelque chose à se dire et à signer. Or, aujourd'hui, les positions restent irréconciliables, vraiment à l'opposé, et il n'y a rien de positif qui puisse sortir d'un tel sommet. C'est ce qui me permet de dire que ce n'est pas pour demain. Alors bien sûr, les réactions ont été nombreuses en raison de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je vous propose de nous rendre maintenant en Allemagne, qui a accueilli depuis le début de la guerre plus d'1 million de réfugiés ukrainiens. 100 000 d'entre eux vivent à Berlin et ses environs. Écoutez ce témoignage de Yulia, qui a suivi de près ces rencontres diplomatiques. Reportage Anne Maillet. 3 ans et demi déjà que Yulia a quitté l'Ukraine et les bombes qui s'abattaient sur Odessa. Elle a refait sa vie avec ses enfants et Chris, son nouveau compagnon, non loin de Berlin. Mais même à des milliers de kilomètres de la guerre, impossible de ne pas y penser tous les jours. D'autant que le tapis rouge déroulé par Donald Trump à Vladimir Poutine le 15 août dernier n'augure rien de bon, selon elle. Toutes ces négociations, pour moi, c'est du blabla et une perte de temps. Quand j'ai vu ce tapis rouge, je me suis dit, mais que se passe-t-il? C'est quoi ce cirque alors que des gens meurent en fait? Pour moi, le seul espoir désormais, c'est celui d'une forte mobilisation européenne. Et je pense que nous pourrons y parvenir sans les États-Unis, à condition que l'Europe reste unie. Très engagé pour la cause ukrainienne aux côtés de Yulia, Chris a déjà fait une trentaine d'allers-retours en Ukraine pour délivrer de l'aide humanitaire. Alors le jour de la fête nationale ukrainienne, le couple s'est joint à Berlin aux quelques milliers de réfugiés ukrainiens qui ont manifesté aux côtés de leur ambassadeur. Aujourd'hui, nous sommes la seule nation qui se bat au quotidien pour l'indépendance et la sécurité de l'Europe. Malgré une certaine désillusion, tous ici veulent encore croire en une paix juste pour tous les territoires ukrainiens et notamment pour la Crimée dont est originaire la famille de Yulia. Pour moi, la liberté, ça ne peut qu'être la garantie de l'intégrité territoriale, que l'Ukraine reste l'Ukraine telle qu'elle était avant 2014. Depuis le début du conflit, plus d'1 million d'Ukrainiens ont été accueillis en Allemagne. Nombre d'entre eux espèrent rentrer un jour au pays pour participer à sa reconstruction. Tatiana Kastueva-Jean, on a entendu dans le reportage Yulia, il faut que l'Ukraine reste l'Ukraine d'avant 2014, a-t-elle dit, faisant comprendre
qu'il ne faut rien céder. C'est un sentiment partagé par une majorité d'Ukrainiens, selon un sondage, mais un sondage qui montre aussi que le ressenti n'est pas toujours le même auprès des Ukrainiens. Et c'est un sujet qui divise. Alors, c'est un sujet qui est complexe. Ce qu'il faut dire, c'est que la grande majorité des Ukrainiens est contre la cessation des territoires. Mais quand vous regardez les sondages, la part de ceux qui seraient prêts aux compromis territoriaux augmente. Elle était au début du conflit, elle variait entre 8 et 10%. Aujourd'hui, elle est de plus de 30%, je crois même vers 38%. Mais quand vous décortiquez en fait ce chiffre-là, ce n'est pas que les Ukrainiens sont d'accord pour donner à Vladimir Poutine les territoires. Ils estiment que ces territoires leur appartiennent, que c'est la population ukrainienne qui y habite et que céder, c'est céder à la force, c'est de récompenser l'agresseur. Ce à quoi ils seraient d'accord, c'est s'il y a une perspective d'arrêt de guerre, c'est d'accepter la situation de fait sans l'accepter juridiquement, sans l'accepter légalement. On a vu dans d'autres conflits, dans d'autres cas, les territoires qui pouvaient être aliénés pendant un moment, ensuite récupérés par les États. Les Ukrainiens citent souvent l'exemple de l'Allemagne qui a été divisée pendant quasiment 50 ans et qui a pu s'y réunifier par la suite. Donc on ne peut pas dire que les Ukrainiens sont pour l'abandon de ces territoires sous le contrôle russe au profit de l'agresseur. La coalition des volontaires s'est réunie à Paris concernant les garanties de sécurité pour soutenir militairement l'Ukraine en cas de cessation des hostilités. Mais les contours restent flous. Pensez-vous que les Européens ont à la fois les moyens, la volonté, l'unité nécessaire pour un éventuel déploiement militaire ? Alors c'est la question clé. D'une part, c'est la question des garanties de sécurité. Comment garantir pour que la guerre ne reprenne si jamais il y a un accord de paix qui est signé. Donc c'est vraiment central et à mon sens, il n'y a que les Européens qui peuvent donner ces garanties de sécurité. Or, avant d'y arriver, il y a quand même plusieurs problèmes. Premièrement, c'est la position de la Russie, la position du Kremlin et de Vladimir Poutine, qui sont absolument contre la présence des troupes occidentales, européennes, sur le terrain russe et qui affirment que dans ce cas-là, ces troupes-là sont la cible légitime pour les frappes russes. Et donc, les Européens de leur côté, il y a déjà quelques désaccords entre les pays membres. Et puis surtout, il y a ces deux conditions. Les Européens n'iront pas tant qu'il n'y a pas d'accord de paix signé. Or, on en est loin. Et ensuite, il y a aussi le sujet quand même des garanties ultimes américaines. Il y a beaucoup de pays comme l'Allemagne et comme la Pologne qui disent si on participe à ce type de garantie de sécurité comme les troupes au sol, il faut que les Américains soient là, qu'il y ait le filet de sécurité en dernier des États-Unis. Tatiana Kasueva, Jean, on va se demander maintenant quel est l'état de l'économie russe. Avec cette question, la Russie a-t-elle vraiment les moyens de poursuivre cette guerre ? On en parle avec vous dans un instant. Mais d'abord, quelques indicateurs économiques grâce à Anne Delette. C'était début septembre, à Vladivostok, le Forum économique de l'Est présidé par Vladimir Poutine. Pour lui, le bilan est positif. Nous avons une politique étrangère et économique stable et prévisible. Et pourtant, derrière la façade, les chiffres sont là. En 2023-2024, dopé par l'effort de guerre, le taux de croissance était insolent, 4% selon le FMI. 40% du budget de l'État y est consacré. Mais cette année, les prévisions du FMI plongent, avec à l'horizon 2025 un taux de croissance de seulement 0,9%. Mise en cause, la baisse des revenus gaziers et pétroliers russes, qui représentent un tiers des recettes fédérales. Depuis la guerre, les Occidentaux ont drastiquement baissé leurs importations de pétrole russe. Un pétrole redirigé vers la Turquie, l'Inde et la Chine, mais à prix cassé. À cela s'ajoutent encore les attaques de drones ukrainiens qui endommagent la capacité de raffinage du pays. Dans les rues de la capitale, l'activité est intense. Mais pour la première fois depuis le début de la guerre, les entreprises russes ferment plus vite qu'elles ne naissent. Selon Rosstat, l'agence fédérale russe des statistiques, 95 000 sociétés ont vu le jour lors du premier semestre 2025, tandis que 141 000 cessaient leur activité. Difficile de mesurer les effets de ce ralentissement sur le quotidien de la population. Sergueï et Marina
habitent dans la banlieue moscovite. Le couple affirme ne manquer de rien. Ils achètent du camembert russe et des fruits et légumes du Caucase. Leur frigo chinois est plein de produits russes et ils ont passé dernièrement leurs vacances au Venezuela. Avant la guerre, ils avaient une voiture coréenne. Ils circulent désormais en voiture chinoise. J'ai changé lorsque les marques coréennes, allemandes et américaines ont quitté le marché russe et cessé de fournir des pièces détachées. À leurs yeux, les sanctions ne sont pas une tragédie, ils s'adaptent. La vie à Moscou ou Saint-Pétersbourg préserve les apparences. Reste à savoir pour combien de temps. Tatiana Kastoueva-Jean, c'est une question qui revient sans cesse car on peine à évaluer l'état réel de la Russie aujourd'hui. Est-ce que la Russie dispose des ressources économiques nécessaires? A-t-elle vraiment autant de temps devant elle à disposition pour une guerre de longue durée? Évidemment, la question de l'économie, elle est cruciale pour la capacité de la Russie de mener la guerre. Je dirais, pour être brève, que d'une part, la situation économique russe n'est pas du tout radieuse. On est loin des taux de croissance de 2023-2024. Et toutes ces injections dans l'économie de guerre, dans le complexe militaro-industriel, ont aussi des limites. Et en même temps, la situation n'est pas catastrophique, comme pourraient le dire certains. Ni l'inflation, ni le déficit budgétaire ne permettent de dire que l'économie russe va s'écrouler demain. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Vladimir Poutine a fait de la guerre en Ukraine sa priorité. Et ce ne sont pas les raisons économiques qui vont arrêter cette guerre. S'il faut choisir entre le beurre et les canons, comme on dit en russe, il choisira les canons. Mais tout de même, est-ce que la Russie craint de nouvelles sanctions européennes, voire américaines? Est-ce que les sanctions ont un effet réel sur elle? Et puis, lorsque l'Ukraine vise aussi les infrastructures pétrolières en Russie, est-ce que là, les effets sont aussi importants, non? On s'attend à un impact de sanctions immédiat et très fort depuis le début de cette guerre. Or, ce n'est pas le cas. On peut longuement expliquer les raisons. Les sanctions ont tardé à venir sur les secteurs clés. Ils ne sont pas très bien respectés. On peut donner plusieurs exemples, notamment concernant la flotte fantôme, etc., qui continue à circuler. La Russie n'est pas isolée. Il y a plusieurs pays qui continuent à acheter ces matières premières et c'est extrêmement important. Et les sanctions, ils ont en effet, ils contraignent quand même l'économie russe. Ils contribuent au niveau de l'inflation qui a provoqué un taux directeur de la Banque centrale qui est très élevé, ce qui empêche les investissements. Donc il y a un cercle vicieux qui s'est créé, etc. Donc la Russie aimerait arrêter les sanctions. Vous avez des contacts en Russie. La population fait face à une inflation quand même galopante. Quel est l'état d'esprit? Est-elle résignée? Écoutez, l'état d'esprit, il y a une fatigue de cette guerre. On ne peut plus vivre comme c'était le cas en 2023, 2024, en dehors de ceux qui ont été directement mobilisés pour la guerre. On ressent l'impact de la guerre. Il y a des drones ukrainiens, on ne peut pas prendre toujours l'avion facilement. Le prix de l'essence a flambé récemment. Il y a l'impact en direct parce que le Kremlin cherche à couper les Russes du monde extérieur, donc on ne peut plus passer les appels sur WhatsApp dont chaque Russe a l'habitude. On ne peut plus vivre en faisant complètement l'abstraction de la guerre. Les Russes aimeraient que cela s'arrête, mais en même temps, vu tout le niveau de perte, le niveau de dégradation des relations avec l'Occident, ils ne sont pas prêts à accepter l'arrêt de cette guerre à tout prix, à retourner les territoires à l'Ukraine, à payer les réparations. Et puis le sujet de la responsabilité collective des Russes dans cette guerre, c'est vraiment un sujet qu'ils n'acceptent pas de traiter. Alors précisément, à titre personnel, vous, comment voyez-vous l'évolution? Est-ce qu'une paix est ou sera possible prochainement, selon vous? Actuellement, les deux parties ne considèrent pas comme perdantes sur le terrain, ni les Russes, en dépit d'un taux de perte qui est énorme. L'armée russe grignote petit à petit les territoires ukrainiens. L'Ukraine en face ne se considère pas comme perdante non plus. Personne n'est prêt à céder. Les positions restent polarisées et complètement à l'opposé. Trump n'arrive pas à faire le travail de médiateur. L'Europe
arrive à rester dans le jeu diplomatique sans en être complètement évincé. Donc je ne vois pas de sortie dans un avenir prévisible, avec malheureusement quand même la perspective d'épuisement de l'Ukraine à l'horizon si les Européens ne soient pas capables de soutenir à un niveau convenable l'armée ukrainienne. Merci Tatiana Kastou-Evageant, merci infiniment. Merci beaucoup. Avant de se quitter, je vous recommande la lecture du livre intitulé « Notre guerre quotidienne » d'Andrei Kourkov. Après Journal d'une invasion, l'écrivain ukrainien poursuit sur sa lancée avec des chroniques puissantes. Il évoque le traumatisme de l'agression russe, mais aussi la vie au quotidien à laquelle s'accroche la population. Andrei Kourkov était l'invité de Fanny Zurcher au printemps dernier, lors d'une édition du 1930. Il se demandait notamment ce que représenterait pour lui une victoire de l'Ukraine. On écoute cet extrait. Pour moi, aujourd'hui, la victoire d'Ukraine, c'est rester un pays indépendant, devenir membre de l'Union européenne, être intégré dans la vie culturelle, sociale, politique d'Europe et être loin de notre voisin dans l'Est du pays qui veut nous détruire, qui veut, comme en 1921, transformer l'Ukraine indépendante dans une province russe. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Géopolitis est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, enregistrée à Genève, que vous pouvez suivre également sur les plateformes et sur notre chaîne YouTube. À tout bientôt et surtout, portez-vous bien.